n'ai rien contre Benjamin Netanyahou, mais si, avec 61 députés, il nomme véritablement ces gens qui sont fascisants, qui tendent vers des solutions antidémocratiques, ils le disent eux-mêmes, s'il les nomme, tous ces Smotrich, Ben Gvir, etc., ministres de son gouvernement, ce n'est pas la fin de la démocratie israélienne, ce n'est pas la fin d'Israël, mais c'est une catastrophe et il faut mettre en garde tout le monde contre cela. Nous avons le plaisir d'être en ligne en Zoom avec le professeur Ilan Grell-Samer. Ilan, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors, on est toujours un peu dans le brouillard ce matin parce que véritablement, même les derniers sondages ne font pas la différence entre les deux blocs, le camp Netanyahou, le clan Lapid. Qu'est-ce qui peut, à votre avis, être déterminant mardi pour briser cette égalité totale, cette parité totale entre ces deux blocs ? Bien, écoutez, cette parité est annoncée non pas depuis hier ou avant-hier, mais c'est une prévision constante, le fait que le bloc Netanyahou est aux environs de 60 sièges. Donc, il n'y a pas de raison que ça change énormément d'ici 2 jours. Évidemment, chaque événement, disons, d'importance peut inciter certains à voter autre chose, mais je crois que la très grande majorité des Israéliens ont déjà décidé pour qui ils voteraient, je veux dire pour quel bloc ils voteraient. Ce qui se passe actuellement, c'est un peu des changements à l'intérieur des deux blocs. Par exemple, au sein du bloc Netanyahou, il y a des gens du Likoud ou des gens des partis Haredi, Shas et Yahadut HaTorah qui passent à Ben Gvir. Et de la même façon, à gauche, entre Yesh Atid et le camp Mamlarti, il y a des passages. Mais là encore, si on se place au niveau des Gushim, comme on dit en Israël, des blocs, il n'y a pas grand changement. Et c'est la raison pour laquelle il faut très peu de différence pour que le bloc Netanyahou ait 61 sièges ou n'ait pas 61 sièges. Et c'est quelque chose qui sera tout à fait déterminant pour la suite. Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'un attentat comme celui qui s'est produit hier soir à Kiryat Arba, ça peut avoir un impact peut-être sur l'électorat du sionisme religieux parce qu'il y a des indécis dans le sionisme religieux, ceux qui envisagent de voter Ayelet Shaked? Oui, mais pas vraiment, parce que au fond, nous sommes dans une période d'attentats. Il y a eu pas mal d'attentats ces derniers temps. Je ne dirais pas un de plus, puisque c'est un attentat assez grave, assez sévère, mais dans l'ensemble, je ne crois pas qu'à ce stade, c'est-à-dire 2 jours avant l'élection, les attentats aient un impact vraiment décisif, comme dans l'autre sens. Par exemple, le fait que l'accord avec le Liban sur la mer territoriale ait été signé, je ne crois pas que ce soit un apport énorme au bloc de Yair Lapid, au bloc de gauche. Donc, je crois que les Israéliens ont décidé pour qui ils voteraient et qu'ils ne changeront plus maintenant beaucoup d'avis. Il reste quelques indécis qui peuvent jouer un rôle, mais enfin, les choses sont bien connues. La chose essentielle, évidemment, qui est à observer, c'est le fait de savoir, ce sont 2 choses. Premièrement, quel va être le taux de participation de la population arabe israélienne, et ça peut avoir un impact décisif. Et également, est-ce que l'un des petits partis de la gauche israélienne ne passera pas? Parce que si le Meretz ou le Avoda, par exemple, ne passait pas, alors oui, ça fait la différence. Alors justement, à ce propos... Mais à part ça, je ne vois pas grand-chose qui puisse changer la vie des gens. Justement, je voudrais avoir votre avis à ce propos. Est-ce que c'est une mauvaise tactique de la part de Yair Lapid de vouloir à tout prix être le plus grand parti ou un parti qui se rapproche, on va dire, du Likoud, quitte à faire chuter en deçà du seuil d'éligibilité des partis de son bloc, comme le Parti travailliste ou Meretz? Si j'étais lui, je ne ferais pas comme ça. Je ferai tout pour être sûr que
les deux petits partis de gauche, Meretz et Avoda, passent, si j'étais lui. Parce que finalement, que le Yesh Atid ait 24, 25 ou 26 sièges ne change pas l'avenir. Mais ce que beaucoup de gens disent, c'est que Yair Lapid prévoit que cette élection ne sera pas décisive et qu'il faudra un 6e round d'élection, auquel cas il viserait vraiment à ce que Yesh Atid soit le plus grand parti israélien, ou du moins à égalité ou presque à égalité avec le Likoud. Donc, lui, c'est sa tactique, c'est sa stratégie, mais s'il me demandait mon avis, j'essaierais de faire en sorte que les petits partis de gauche passent et ne soient pas éliminés. Du côté du Likoud, on a un peu le sentiment qu'entre le Likoud et le parti d'Itamar Ben-Gvir et de Bezalel Smotrich, il y a un grand vide comme cela, et que beaucoup d'Israéliens n'arrivent pas à savoir pour qui ils vont voter, alors qu'ils se trouvent justement dans ce vide. Il s'agit beaucoup de gens du sionisme religieux que l'on peut qualifier de modérés, qui ne veulent pas voter pour Smotrich, qui s'identifient pas avec le Likoud et qui sont dans l'impasse parce que même Ayelet Shaked, malgré tout, ne parvient pas à les convaincre. Non, d'abord, je ne suis pas d'accord avec cette analyse parce que le Likoud est le plus grand parti israélien, c'est un parti très composite. Vous avez des gens modérés, mais vous avez des gens au Likoud qui ont exactement les mêmes idées que Smotrich et Ben-Gvir et qui veulent en premier lieu agir contre le système judiciaire israélien, qui disent tous les jours que la Cour suprême doit être, disons qu'il faut lui rogner les ailes, etc. Donc, non, je ne crois pas qu'il y ait un grand vide. Je crois qu'il y a des gens qui, effectivement, ont des idées de droite, mais modérées, et qui hésitent évidemment pas avec Ben-Gvir, qui est l'extrême droite, et il faut bien le dire, c'est un parti d'extrême droite, mais des gens qui hésitent, par exemple, entre le Likoud et le camp Mamlarti, d'Eisenkot, de Gantz, de Sar, parce que ils n'aiment pas trop l'idée que Netanyahou continue. D'un autre côté, le camp de Gantz est quand même situé au centre-gauche, donc il y a des hésitants, effectivement, dans cette, je dirais, petite catégorie de gens qui se situent dans la droite modérée et qui ne savent pas trop pourquoi voter. Mais si vous êtes modéré, vous ne votez pas pour le parti du sioniste religieux, pour Smotrich et Ben-Gvir, qui défendent des positions réellement d'extrême droite, comme les partis d'extrême droite européens ou les autres partis populistes dans le monde. Alors je voudrais qu'on essaye de se projeter au lendemain des élections, en supposant que les sondages ne se sont pas trompés et qu'on reste dans une forme de parité. Quelle est la solution pour sortir de l'impasse à votre avis ? Et je vais peut-être affûter cette question. Est-ce que vous pensez par exemple que le président de l'État, Yitzhak Herzog, qui jouit d'un certain prestige et d'une forme de consensus, peut par exemple exiger des 3 chefs des plus grandes formations, on va dire au centre, du Likoud, de Lapid et de Gantz, de venir à la présidence de l'État et de s'asseoir dans une salle pour former un gouvernement et de ne pas quitter cette salle tant que la fumée blanche ne sera pas sortie de la présidence du Conseil, la présidence de l'État? Non, parce que dans le système politique israélien, c'est vrai, le président peut jouir d'un grand charisme et d'une influence, mais il ne peut rien exiger. Il n'y a pas d'histoire d'exiger ou de les enfermer jusqu'à ce qu'il y ait une fumée blanche, parce qu'il n'a pas cette capacité constitutionnelle de le faire. Non, je ne crois pas. Ce qu'on se demande, évidemment, tout le monde, c'est s'il n'y a pas ces 61 députés pour Netanyahou pour constituer un gouvernement, qu'est-ce qui va se passer? Or, nous sommes beaucoup à penser que cette fois-ci, les choses vont bouger. En particulier les partis ultra-orthodoxes qui ont été jusqu'à présent très fidèles à Netanyahou, eh bien, je pense que ils vont commencer à penser que ça suffit, parce que ne pas être au pouvoir pour les partis ultra-orthodoxes, c'est très grave.
c'est un manque de fonds pour leurs institutions, c'est la faillite, et donc ils vont se tourner éventuellement vers Gantz et vers d'autres forces, évidemment pas anti-religieuses genre Lieberman, mais vers Yesh Atid ou vers Gantz, parce que ils ne peuvent pas supporter encore une 6e, une 7e, une 8e élection. Mais ça suffirait Likoud, pas. Beaucoup pensent que certains barons du Likoud vont commencer à penser que Netanyahou doit prendre sa retraite et il se voit très bien, s'il s'agit d'Israël Katz ou de Barkat ou d'autres, il se voit très bien à la tête du Likoud. Donc il y aura des changements intéressants, importants, si personne n'est en mesure de constituer un gouvernement. Je voudrais avoir votre appréciation sur ce qui s'est passé hier soir à Jérusalem, ce rassemblement qui a été organisé par le Parti travailliste à la mémoire d'Yitzhak Rabin. En fait, ça a été devancé, ça s'est fait sous l'égide véritablement du Parti travailliste et pas véritablement dans un esprit, on va dire, de rassembleur, mais plutôt dans un contexte électoral, politique et bien ciblé. Et je le disais tout à l'heure, la famille Rabin n'a pas voulu participer à ce rassemblement. C'était une erreur de la part de Merav Michaeli d'organiser quelque chose comme cela hier soir? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut voir ça sur le long terme. C'est vrai que dans les premières années, le rassemblement à la mémoire d'Yitzhak Rabin a été très important. Et avec le temps, on le voit pour d'autres commémorations nationales, la mobilisation baisse, les gens évidemment changent, ont d'autres sujets de passion. Je crois que penser que 30 ans ou 40 ans ou 50 ans après un événement aussi traumatique, mais les gens ne sont pas aussi mobilisables et aussi mobilisés parce que les temps changent et il en va de toutes les commémorations nationales. Si vous pensez en France aux commémorations du général de Gaulle, donc à des gens très très importants dans la vie politique, avec le temps, les gens, c'est un effet naturel, font autre chose, pensent à autre chose. Et maintenant, je pense que la commémoration de Rabin peut se faire en petit comité, mais ne rassemblera plus autant de gens que ce que nous avons vu par le passé. Donc, ça deviendra peut-être une commémoration du Parti travailliste avec le temps. C'est quelque chose qui me paraît assez naturel. Alors, puisqu'on parle de cela, je voudrais, et que vous avez beaucoup d'expérience en matière d'analyse ou de lecture de la vie politique israélienne, si Yitzhak Rabin était encore vivant, bien entendu, ce sont des cas hypothétiques, que dirait-il du Parti travailliste de Merav Michaeli? Écoutez, premièrement, là, vous faites de la politique fiction. Oui, je sais. On ne peut pas savoir. Non, la seule chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu très peu de réels leaders dans l'histoire d'Israël. Évidemment, David Ben-Gurion en était un, Yitzhak Rabin en était un autre, mais il y en a eu très peu. Et qu'est-ce qu'un leader, par exemple, quand Begin a imposé l'accord de paix avec l'Égypte, c'est quelqu'un qui, contre son camp, est capable de faire passer des messages et de faire une politique qui sort de la politique politicienne. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader dans la politique israélienne, aucun, et on est dans la politique politicienne, et où il s'agit de deals, il s'agit d'accords, mais évidemment, ce qui nous manque, et j'ajouterais ce qui manque aux Palestiniens également, c'est une personnalité de très grande envergure. Yitzhak Rabin était cette personnalité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ce qu'il dirait du Parti travailliste ou des autres partis, mais il est certain qu'il manque à Israël quelqu'un de cette envergure pour faire passer un certain nombre de messages et d'actes que peut-être même son propre camp
n'accepterai pas. Une dernière question. Vous êtes de ceux qui disent que si Binyamin Netanyahou remporte les élections, si son bloc obtient 61 députés et que Itamar Ben-Gvir devait devenir ministre dans le gouvernement, ce serait la fin de la démocratie israélienne, comme le disent certains? Ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe. Pour moi, je n'ai vraiment rien personnellement contre Binyamin Netanyahou. Mais si, avec 61 députés, ils nomment véritablement ces gens qui sont fascisants, pas fascistes, mais qui tendent vers des solutions antidémocratiques, ils le disent eux-mêmes, s'ils les nomment, tous ces Smotrich, Ben-Gvir, etc., ministres de son gouvernement, je pense que non, ce n'est pas la fin de la démocratie israélienne, c'est pas la fin d'Israël, mais c'est une catastrophe. Et il faut mettre en garde, évidemment, tout le monde contre cela. Aujourd'hui, si Netanyahou n'était pas à la tête du Likoud, les choses seraient extrêmement simples, puisque le Likoud serait un partenaire avec le camp Mamlarti et avec Yesh Atid et avec les partis ultra-orthodoxes. Il y aurait là un très grand rassemblement. C'est réellement Netanyahou qui fait obstacle. Eh bien, professeur Ilan Grell-Samer, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre, on va dire, cette réalité politique à 2 jours donc de ce scrutin crucial. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shavua Tov, bonne semaine et bon vote également pour ce vote de mardi. À bientôt. À bientôt.